À la une ce soir, la mobilisation syndicale du 1er mai. 10 organisations rangées en ordre de bataille appellent à une mobilisation massive pour dénoncer le recul des droits des travailleurs, mais aussi les problématiques qui rongent l'archipel. Et à quoi ressembleront les logements sociaux demain? L'Union sociale pour l'habitat pour l'outre-mer organise en ce moment un séminaire pour débattre sur les priorités locales à mettre en œuvre afin d'optimiser le confort de ces logements tout en prenant en compte les contraintes budgétaires. Il est possible d'anticiper les glissements de terrain, de protéger les habitants en cas d'aléas climatiques. Pour cela, l'ADEME et la région encouragent les communes en lançant chaque année un appel à projet. Le directeur de l'ADEME sera avec nous pour en parler. Il est l'invité de ce journal. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Moins d'une semaine avant la célébration de la Journée internationale des travailleurs, les syndicats préviennent, le défilé du 1er mai 2018 sera plus revendicatif que ceux des années précédentes. Les principales organisations syndicales appellent à une mobilisation massive devant le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre et le 3 mai dans toutes les entreprises. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. 10 organisations syndicales pour un défilé, celui du 1er mai dédié à la lutte des travailleurs. L'UGTG réaffirme ainsi son souhait d'unité syndicale. Ce n'est pas la fête du travail, camarade Jean-Marie Nomertin rappelé, c'est la journée internationale de lutte qui entraînait mort et sacrifice à travailleurs, qui qualité. Et que aujourd'hui là, tout ça travaillait gagné, que ce soit les congés payés, le SMIC, que ce soit les 13e mois et les primes, etc. C'est toujours des luttes que les travailleurs mènent. Et tout le monde qui a problème à de l'eau, association qui a milité en problème à chlordécone et tout partout, des joindre la lutte, rendez-vous le 1er mai à 8h30 devant CHU là. Et mobilisation le 3 mai dans les entreprises. Et nous allons retrouver nous en fin de matinée à 11h devant parler de la mutualité pour nous remarcher en la rue La Pointe pour dire non au mépris, non à l'injustice, non à l'empoisonnement, mais oui à la vie. Pour l'UNSA, le constat est également alarmant et leur présence ce 1er mai, une évidence. L'UNSA ne peut rester à côté de ce mouvement. Déjà, le 1er mai, c'est le moment où toutes les organisations se rencontrent, où on fait un point d'étape sur les différents mouvements en cours et bien entendu projeter les mouvements à venir. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté que nous avons déjà programmé un mouvement pour le 3 mai. Mais il est important également pour nous de préciser la situation de l'école en Guadeloupe, comme ça a été fait, la situation des stagiaires, ceux qui sont dans les centres de formation. Donc il était important pour nous à l'UNSA de dénoncer cet état de fait et de dénoncer également ces structures qui gagnent de l'argent sous la tête des Guadeloupéens et qui exploitent nos enfants. Nous avons les mêmes problématiques en Guadeloupe. C'est un pays malade, pas ni de l'eau, pas ni l'hôpital, pas ni transport, véritablement son pays qui est à la déroute. Donc il est temps pour nous de réagir. Les syndicats seront donc ainsi réunis devant le CHU ce 1er mai dès 8h30 avant de défiler dans la cité pointoise pour cette journée internationale des luttes des travailleurs. Et le 1er mai, à l'origine un symbole de contestation, c'est au fil des ans un peu politisé. Il a même d'ailleurs pris des allures de rituel pour les syndicats. Ce jour sert-il, selon vous, encore à quelque chose ? De toute évidence, sa portée et son sens demeurent encore flous pour certains. Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. Je crois que c'est quelque chose de traditionnel, il a toujours sa place. Et en plus, c'est le seul jour que les vrais travailleurs prennent le temps de se rassembler ensemble pour défiler ensemble et montrer leur joie et leur mécontentement. En 1er mai, c'est fête à travailler. C'est jour aussi pour monde changer, gourmet qu'a fait tous les jours. Et nous, on regarde pour s'aimer là. Savent mon pas même bien avant. Je vais défiler avec les travailleurs et les retraités. Pour défendre leurs droits, moi je suis pour. Et ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on va s'occuper sérieusement de l'hôpital de Pointe-à-Pitre. C'est ce qui m'intéresse. C'est pour défendre les droits des travailleurs, je pense. Normalement c'est ça, non? Eh bien voilà. Quand il m'a mis Toto, papa l'enroi. Le 1er mai, je ne pas qu'à travailler. Le 1er mai, un jour de fête. C'est chacun voit si c'est nécessaire ou pas. Parce que chacun fait leur revendication. Moi pas, puisque je suis à la retraite. Le 1er mai, c'est toujours 1er mai. 1er mai, c'est toujours en date.
C'est ça, il est bien là, c'est que nous qui prenons conscience des caillons premiers mais pour nous. Et je pense qu'il est important que les syndicats soient toujours unifiés pour démontrer qu'ils sont unis pour la même cause. Donc la fête des travailleurs, 1er mai, c'est un bon jour. D'ailleurs, il ne faut pas qu'on l'enlève parmi les jours fériés. Coup de théâtre sur la scène politique après avoir dans un premier temps démenti. L'élu Sonia Taille-Pierre a admis avoir écrit cette lettre où elle accuse le président de région Harry Chalus d'avoir tenté de l'écarter. Dans une interview accordée à nos confrères du service public, elle réitère ses propos où elle qualifie de gourou et de dictateur, une affaire à suivre. Et puis 3 semaines de grève sur le réseau Mosaïque en Martinique. Les usagers sont montés au créneau ce matin. Ils se sont rassemblés devant la gare de la Pointe-Simon où ils se sont ensuite rendus au siège directement de la CFTU pour exprimer leur ras-le-bol où ils se sont heurtés aux employés du réseau. Reportage Yoann Boulard. Face à face musclé entre les chauffeurs de la CFTU et les manifestants. La presse non plus n'est pas la bienvenue. L'issue d'une mobilisation débutée un peu plus tôt, les manifestants ne sont alors qu'une poignée. Nous ne pouvons pas vivre dans notre pays. Moi-même, je n'ai pas besoin de ça. Mon garagiste, je fais mes garages pour supporter le peuple. Et tu es, mon nom de bout qui a parlé par une qui a dit bêtises. Je ne suis pas d'accord. Qu'importe le petit nombre, direction le siège de la CFTU. Objectif, repartir avec des garanties. La circulation des bus dès demain. Deuxième chose, discuter en fait des modalités de remboursement sur le mois que les usagers en fait ont perdu. C'est une souffrance globale et puis nous, bon, et puis ça, ouais. C'est pas pire ça, nous pas là pour agresser madame là, nous pas là pour agresser personne, nous là pour revendiquer des droits. Après une brève médiation, Lise Moutamal, directrice de l'entreprise, recevra finalement une petite délégation. Les autres, restés à l'extérieur, ne décolèrent pas. Nous avons un ras-le-bol de ce fonctionnement incessant en Martinique, où les transports ne fonctionnent pas, ça n'avance pas. Et le problème, c'est que là, on vient demander pour quelles raisons les gens ne sont pas remboursés. Et on se fait agresser dès l'entrée. Les femmes ont des déplacements compliqués. Elles doivent aller emmener des enfants à l'école, elles doivent aller travailler et en plus elles font des courses. Et on les voit avec des sachets lourds, des personnes âgées qui sont aussi des femmes parce qu'on sait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Donc nous disons que ce n'est pas normal qu'on pénalise des gens. C'est vrai que le droit de grève, on doit le respecter, mais c'est normal que les gens fassent grève. Mais l'intérêt général est important. Pensons aux usagers et aux usagères. L'entrevue sera finalement écourtée. Les protestataires évacuent Manu Militari. Les membres de la CFTU même, donc qui ont décidé d'arrêter la réunion. Donc ils nous ont... Voilà. Une décision justifiée selon les salariés. Si les usagers sont babillés par rapport à la situation actuelle, ça nous dit tout simplement c'est que nous ne pouvons pas travailler en impression. C'est tout. Si une réunion, diverses réunions, il y a des réunions et puis la direction, il y a tout à fait externe à l'entreprise. Ce n'est pas normal, nous on doit retrait. Par rapport à ça, ce n'est pas nous non plus aussi qui fait que situation comme ça. Il y a un conflit sur l'ensemble du réseau. Les premiers partis qui commencent à faire conflit, c'est les co-traitants et les sous-traitants. La reprise de l'activité semble bien compromise pour demain. Pour l'heure, la direction n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, pas plus d'ailleurs que sur celui du dédommagement des abonnés. Et autre colère, cette fois en Guadeloupe, celle de l'intersyndicale SPEG-FSU du collège Gourdeliane à Bemao. Elle a déposé un préavis de grève pour demain et elle dénonce le sureffectif de l'établissement en capacité d'accueil de 600 élèves. Ce n'est pas moins de 800 collégiens qui se rendent chaque jour en cours de classe. Et à quoi ressembleront les logements sociaux demain? L'Union sociale pour l'habitat pour l'outre-mer organise en ce moment un séminaire avec les principaux bailleurs sociaux afin de débattre sur les priorités locales à mettre en œuvre afin d'optimiser le confort de ces logements tout en prenant en compte les contraintes budgétaires imposées par l'État. L'éclairage de Linda Kayarsi et de Patrick Curé. Vers une gouvernance renouvelée pour rendre le parc locatif plus attractif tout en améliorant le confort des habitants,
Tel est l'objectif de ce séminaire. Quelle est l'approche des différentes collectivités locales, des partenaires, qu'ils soient financiers comme la Caisse des dépôts ou administratifs comme l'État? Quelle est leur approche du logement social? Qu'attendent-ils de la part des constructeurs de logements sociaux? C'est le premier élément. Et le second élément, c'est que dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, à la suite des différentes lois qui ont été édictées, c'est de dire quel logement social construire à partir de maintenant et comment le faire. Notamment, quelle coordination mettre en œuvre entre les bailleurs d'une part, entre les bailleurs et les collectivités d'autre part, afin d'aménager le territoire le mieux possible. À la veille de l'ouverture des débats parlementaires sur la loi du logement, il est donc primordial pour tous ces acteurs de revoir leur copie. Nombre de logements sociaux, coût du marché locatif, gestion du foncier, loyer moyen ou encore taux de vacances sont scrutés à la loupe. Nous sommes très véatifs par rapport justement à la vacance, où nous n'avons pas un taux de vacances, il doit être de 2 ou 3%. Nous faisons extrêmement attention à ce qu'il n'y ait pas de vacances plus longues qu'il ne faudrait. Alors par contre, en termes de montant des loyers, il est évident qu'il nous faut absolument beaucoup plus de LLTS. Vous savez, les logements subventionnés soit par la CAF, soit par le conseil départemental, mais ça peut être aussi par les bailleurs, qui nous permettent d'avoir des loyers inférieurs de 20%, puisque 75% de la population guadeloupéenne est éligible au logement social, voire au LLTS. D'où l'intérêt de créer une vraie politique sociale de l'habitat, à condition bien sûr de prendre en compte les spécificités des territoires et mieux répondre ainsi aux besoins. Madame Dagonia Sonia, qui est la présidente de la commission logement, a expliqué aussi les 10 millions que nous avons mis cette année pour pouvoir accompagner les familles par rapport à 2017 où nous avons mis 6 millions. Donc c'est une manière aussi de dire que nous sommes vraiment au fait du logement social, sur l'accompagnement des familles guadeloupéennes et nous allons participer comme il le se faut dans notre programme de l'habitat pour pouvoir aider nos Guadeloupéens. La Guadeloupe dispose d'un parc de 35 000 logements locatifs sociaux. Près de 10 000 demandes de logements sociaux ne sont pas satisfaites. D'ici 2020, le besoin annuel en logements sociaux est estimé entre 1 700 à 2 000. Et régulièrement pointé du doigt par les locataires pour laxisme, les bailleurs sociaux n'ont pas toujours bonne presse. Nous avons profité de ce séminaire pour demander aux habitants s'ils sont satisfaits du comportement des bailleurs sociaux. On écoute les quelques réactions recueillies aujourd'hui par Linda Kaersi et par Patrick Curie. Ils font un peu ce qu'ils veulent, parce que j'habite une résidence à l'Orifice. Eh bien, vous savez, ils ont fait une rénovation depuis 30 ans et ça se dégrade de jour en jour. Vous savez, je leur ai déjà écrit à la mairie pour les espaces verts, vous savez, lettre morte. Il y a des abus. Déjà, tout est vraiment trop cher. Et ils font faire des interventions chez les gens que je qualifie de scandale, c'est tout. Ils achètent bon marché, que ce soit terrain ou appartement, ils revendent cher. Ou alors, quant à la location, c'est à ne pas parler. N'en parlons pas. Ouais. La location pour voir des appartements. Et si c'est pour regarder, eh ben, c'est ceux qui en ont, qui auront toujours, et que c'est les plus petits qui vont payer. Les immeubles qui ne sont pas conformes, ils sont sales. Devant, ils sont sales. Il y a de l'eau qui court, il y a tout et tout. Il y a ceux qui comprennent, mais il y a d'autres qui ne comprennent pas. Parce que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Quand quelqu'un loue une maison, effectivement, bon, peut-être 1 an, 2 ans, tout va bien, mais arrivé au courant de l'année, la personne a un coût qui est très dur. Surtout dans les bancs de HLM, Sikora, Sansamar, tous sont tous pareils. Ah, surtout Sansamar, par contre, maman, il n'entend rien du tout. Hein. Il y a des problèmes, et quand il y a le problème des poubelles, des bacs qui disparaissent. Donc ce qui fait comme ça, les animaux, les chiens errants, ça déverse un peu partout et ça entraîne les rats. Donc je trouve que là, il n'y a pas un suivi à ce point-là. Les bailleurs sociaux, leur comportement pas satisfait et satisfait d'un côté. Pas satisfait pourquoi que je trouve que les logements sociaux sont un peu trop chers pour certaines personnes. C'est difficile d'accès d'abord et de qualité-prix. L'environnement aussi n'est pas assez sécurisé pour
habitants. Et d'un côté, je ne peux pas les en vouloir qu'il y a certains propriétaires, il faut être honnête. Il n'y a pas de loyer à eux. Il y a des gens qui ne paient pas le loyer, donc les charges augmentent, manque d'ascenseur, manque de taxi, manque de soins, que les loyers ne sont pas payés correctement, donc il n'y a pas d'argent pour pouvoir venir en aide et pour améliorer le site. Et en bref, cette nouvelle qui satisfait la fédération du BTP en Guadeloupe, l'attribution du marché du nouveau CHU de la Guadeloupe a été attribuée à la multinationale italienne Pizzarotti en co-traitance avec le groupe détenu par José Gadarcan, ce qui laisse augurer justement l'obtention de nouveaux marchés pour les sous-traitants guadeloupéens. Dans le reste de l'actualité, 2 morts réunionnais ont été enregistrés depuis le passage de la tempête tropicale Fakir dans l'océan Indien. Au total, 20 ultramarins sont morts depuis septembre dernier lors des événements climatiques majeurs. Face à ce constat, la ministre des Outre-mer veut améliorer en tout cas la diffusion des informations en amont des phénomènes météorologiques. Elle a réuni dans son bureau aujourd'hui les responsables de la cellule de crise du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité civile et des prévisions à Météo France. À l'approche de la nouvelle période cyclonique aux Antilles, Annick Girardin souhaiterait mettre en place un système gradué d'alerte pour la pluie, comme il en existe déjà pour le vent. On écoute d'ailleurs l'intervention du directeur général de la cellule de crise et sécurité civile, suivie de la réaction de Gwenaëlle Hello, directrice service prévision à Météo France. Je pense que des progrès techniques et technologiques sont toujours possibles. D'ailleurs, Météo France y travaille, d'autres aussi, et nous aussi en prévision. Je crois que ce qui est important, c'est également de pouvoir être réactif et saluer également les ultramarins qui ont cette habitude de pouvoir préparer les événements et surtout de suivre les consignes qui leur sont données. Et c'est quelque chose qui, en termes de réactivité et un terme un peu compliqué qui est celui de la résilience, c'est la capacité des populations à réagir à un événement, est particulièrement important. Alors, côté Météo France, on donne les informations avec un certain nombre de précisions et notre connaissance de ces informations et des incertitudes associées, ce qu'on donne à chaque fois, et ce qu'on actualise au fur et à mesure de l'arrivée des informations qu'on a eues. On est toujours dans un système d'amélioration continue, à la fois de nos modèles, des observations qu'on peut mettre à l'intérieur pour caractériser un certain nombre de choses, et également des méthodes de prévision. Et il est possible en effet d'anticiper les glissements de terrain, de protéger les habitants et l'habitat en bord de littoral, bref, de faire face aux aléas climatiques dans nos régions. Pour cela, l'ADEME et la région organisent depuis 4 ans un appel à projets pour inciter justement les initiatives dans ce sens. Les lauréats des éditions précédentes seront présentés ce vendredi à la salle Rémy Nassouta à Pointe-à-Pitre. Pour nous en parler ce soir, le directeur de l'ADEME est avec nous. Jérôme Brock, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Tout d'abord, en quoi consiste de façon concrète cet appel d'offres ? Alors l'appel à projet, en fait, on le lance avec la région, la Caisse des dépôts et l'AFD. C'est la 4e année qu'on lance cet appel à projet. L'idée, c'est de demander aux collectivités et aux entreprises de plus de 10 personnes, en fait, de venir nous voir, et avec eux, on va faire un plan d'adaptation au changement climatique. Ça veut dire d'abord faire un diagnostic du territoire ou de leur entreprise, en disant quelles sont les faiblesses, en fait, là où le changement climatique peut les impacter le plus. Et puis ensuite, de construire un plan d'action pour se défendre, on va dire, des conséquences du changement climatique. Se protéger, en tout cas. En la matière, 2 collectivités se sont distinguées, la ville de Petit-Bourg et la communauté de communes du Nord-Grande-Terre. Comment se traduisent ces avancées ? Alors c'est un travail de longue haleine, c'est les 2 collectivités qui se sont engagées dans le processus le plus tôt. Petit-Bourg parce qu'ils ont des problèmes en particulier de recul du trait de côte. Certaines habitations tombent dans la mer, littéralement. Donc ils ont travaillé là-dessus pour essayer de construire un nouvel écoquartier en centre-bourg, juste derrière le centre-bourg, et de pouvoir proposer aux habitants qui le veulent de se déplacer vers ce nouvel écoquartier. Par exemple, ils ont un plan local d'urbanisme qui est quasiment abouti. Les nouveaux écoquartiers prennent en compte les dimensions adaptation au changement climatique. En particulier, on sait a priori qu'on aura des saisons de carême plus sèches, des hivernages plus pluvieux. Donc prendre en compte ces dimensions-là, ou prendre en compte aussi l'élévation des températures moyennes. On sait qu'on va avoir plus chaud dans les années qui viennent. Ces populations n'auront quasiment pas le choix d'aller justement dans ces nouveaux logements, ou ont-elles justement intérêt à les intégrer, à les occuper ? Alors, je pense qu'il faut traiter au cas par cas. Hein. Ce genre de mouvement est toujours très délicat. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, et c'est pour ça justement qu'il faut faire ces plans de manière très posée et très progressive.
Et on y allait à l'aléa climatique, en tout cas pour lequel on a encore du mal à faire face. C'est la problématique des sargasses, on l'a vu. D'autres bancs sont encore prévus pour arriver sur nos côtes. Que sont devenus les appels à projets qui avaient été lancés en 2015 pour justement contenir ces sargasses? Ouais, alors les sargasses sont à la fois un phénomène qui est probablement lié au changement climatique, à l'élévation des températures de l'océan, mais pas seulement. Les premières recherches montrent aussi que ce sont les nutriments des grands fleuves équatoriaux, que ce soit côté Amazon ou côté Afrique aussi. Hein, c'est vraiment une circulation atlantique de ces sargasses qui arrivent ici. Mais on a encore du mal justement à déterminer leur origine, qui est responsable en fait. Alors on commence à le savoir, il y a eu deux missions de l'IRD, donc l'Institut de la recherche pour le développement en mer, qui a fait beaucoup de prélèvements. Il y a de la recherche à faire là-dessus, mais on sait quand même qu'il y a une grande circulation atlantique et qu'il n'y a pas seulement le côté brésilien, mais il y a le côté aussi africain qui peut être mis en cause, on va dire. Alors, sur les appels à projets de l'ADEME, il y a eu des appels à projets en Martinique qui ont plutôt été sur le ramassage, la collecte, et puis en Guadeloupe plutôt sur la valorisation. Alors, sur le côté ramassage, on sait maintenant, on va dire, ce qui marche et ce qui marche moins bien. Dernièrement, l'État a mis 500 000 € sur la table pour que les collectivités s'équipent. On est capable maintenant de les conseiller, de savoir ce qui ramasse beaucoup de sable et puis ce qui préserve la plage, comme certains ratisseurs. Donc là-dessus, on a avancé, mais il y a encore des tests. En Martinique, ils testent des nouvelles machines plus grosses pour ramasser plus efficacement. Concernant la valorisation des sargasses, c'est l'objet justement des appels à projets qui ont été obtenus en Guadeloupe. Que sont-ils devenus? Alors sur la Guadeloupe, on avait 14 lauréats. Il y a eu de la difficulté, tout simplement parce qu'on n'a pas eu de sargasses pendant à peu près 2 ans. Et donc les porteurs de projets se sont arrêtés dans leurs études. Donc concrètement, n'ont pas vu le jour. Ces projets n'ont pas vu le jour. Et d'autres continuent, ont repris, puisque maintenant, hélas, on a de la sargasse. Il y a encore des essais qui sont faits sur du bioplastique. Des essais qui sont faits sur de l'amendement, du mélange de sargasses avec du tuf par exemple. Donc c'est en cours, mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver un modèle économique parce que pour que ça devienne industriel, il faudrait, alors on ne le souhaite surtout pas, mais un flux continu, ou en tout cas la certitude que la ressource ne s'arrête pas pendant 2 ans. On préférait qu'elle s'arrête complètement, évidemment, bien sûr. Mais voilà, les modèles économiques industriels sont compliqués à trouver. Hormis ces appels à projets, quels sont justement les dispositifs mis en place par l'ADEME ou peut-être en réflexion pour canaliser ces sargasses? Alors c'est bien sûr, l'ADEME toute seule n'y suffira pas bien sûr. En ce moment, il y a un vrai tour de table avec les services de l'État, avec les collectivités locales. On regarde encore d'autres choses. Il y a du matériel qui arrive, du nouveau matériel, par exemple de pompage des sargasses. C'est quelque chose qui pourrait être acquis en local. On pourrait regarder exactement ce que ça donne. Voilà, c'est des choses qu'on va regarder attentivement. Des tapis ramasseurs aussi qui pourraient être en fond de baie installés pour être plus efficaces à la collecte. Mais c'est des choses qu'il faut tester. Il faut les acheter, il faut trouver les porteurs de projets. C'est pas simple, mais on continue à regarder. Le rendez-vous aura lieu ce vendredi à la salle Rémy Nasuta avec l'ADEME. Merci en tout cas Jérôme Roch d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce soir, nous partons pour la Martinique. On connaît désormais précisément les communes les plus touchées par le chlordécone. Le comité de pilotage chlordécone et le préfet ont dévoilé ce matin la carte réactualisée des sols contaminés. Il s'agit notamment de Grand-Rivière et de Sainte-Anne, où il n'existe plus de parcelles saines. Le reportage est signé Loïc Régis. Voici la cartographie des zones examinées pour le moment. 37% des terres agricoles utiles. En vert, les zones faiblement contaminées. En jaune, les moyennement contaminées. Et en orange, les fortement contaminés. Au total, 8700 hectares analysés. Un état des lieux incomplet selon certains militants écologiques. Il faut faire des analyses systématiques et pas seulement sur le SAU. Le SAU, c'est surface agricole utilisée. Il faut le faire aussi sur les terres en friche, parce que ce sont ces terres-là qui sont les plus susceptibles de ne pas être polluées, puisqu'il n'y a pas eu de banane. Donc, par conséquent, on est complètement à côté de la plaque. Seule certitude pour l'instant, de Grand-Rivière à Sainte-Anne, aucune commune n'est épargnée. L'éternelle question du futur des agriculteurs se pose. Repenser l'activité pourrait être une solution. Ce sont les petits, c'est-à-dire les pêcheurs, les agriculteurs, qui n'ont pas posé de chlordécone dans le sol et qui sont les victimes. Donc ce sont les doubles victimes d'une situation. Donc il faut qu'il y ait une mobilisation des acteurs
d'une manière générale, mais plus particulièrement de la collectivité territoriale de Martinique, pour prendre l'initiative d'un plan de développement agricole durable et surtout tourné vers le bio, qui tienne compte de la réalité de la chlordécone. Comme ça, on repart positivement tous ensemble sur la base de malheur. Malgré la présence de molécules de chlordécone dans une partie des sols, ils restent exploitables selon le préfet. En fonction du niveau de contamination, il conviendrait d'adapter les cultures. Les agriculteurs martiniquais peuvent cultiver sur des sols qui ont de la chlordécone. Simplement, il faut prendre des précautions. On ne cultive pas des cultures dites sensibles sur les sols qui ont le plus de chlordécone, notamment les cultures dites racines. En revanche, tout ce qui est culture maraîchère et fruitière peuvent être cultivés sur ces sols les plus contaminés. Les données sont consultables et accessibles à tous en ligne via la plateforme Carto-Géo Martinique. Des éléments qui devraient encore évoluer au fil du temps. Les analyses de sol se poursuivent. Plomb, métaux lourds, pesticides, une douzaine de substances toxiques sont présentes dans l'alimentation des tout petits, selon une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation datant de septembre 2016. Les produits issus de l'agriculture biologique sont-ils pour autant devenus la solution pour une nourriture saine? Élément de réponse avec Chris Laure-Phillips d'ATV Guyane. Les produits bio prennent de plus en plus de place dans les habitudes de consommation des Guyanais et dans les étals de nos supermarchés. Mais s'ils sont conseillés pour les adultes, les enfants dont le système est encore en développement peuvent-ils se laisser tenter par la mode du bio? Les supporters de ce type d'alimentation mettent en avant l'absence d'additifs et de produits chimiques, des caractéristiques qui sont les principaux atouts de la nourriture biologique. Alors je les fais surtout prendre conscience que le bio, surtout le bio, parce que le bio, maintenant, on est appelé à se donner, à revenir sur le bio, hein, puisque, bon, maintenant, que voulez-vous, hein, c'est... Tout ce qu'on mange est rempli d'additifs, de conservateurs, de rehausseurs de goût et c'est pas toujours bon pour la santé. Les plus petits, quant à eux, ne sont pas en reste. Bien conscients des bienfaits de l'alimentation bio, ils ne se font pas prier pour déguster des plats qui, selon eux, prennent soin de leurs papilles mais aussi de leur santé. J'ai appris que les bio avaient aussi leur goût et que ça nous permettait par exemple, que notre ventre a une meilleure digestion et c'est bon pour la santé. Le bio, qui participe aussi à la protection de la biodiversité des plantes et des animaux, semble avoir de beaux jours devant lui. Affaire à suivre. Et c'est l'heure des informations pratiques. À compter de ce soir, des travaux seront effectués sur le pont de l'Agabar à partir de 21h jusqu'à demain matin 5h. La circulation sera donc neutralisée sur la voie de gauche. La prudence est recommandée aux automobilistes. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Capesterre, au Saintes et dans le centre-ville de la ville des Abîmes. Les coupures d'eau sont prévues chez vous demain soir à partir de 18h. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à Basse-Terre, à l'Hypercasino de démarrer à compter de 8h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 25 avril. Nous avons vu ce soir les principales organisations syndicales de la Guadeloupe rangées en ordre de bataille appellent à une mobilisation massive ce 1er mai pour dénoncer le recul des droits des travailleurs, mais aussi les problématiques qui rongent l'archipel guadeloupéen. Et puis à quoi ressembleront les logements sociaux demain? L'Union sociale pour l'habitat pour l'outre-mer organise en ce moment un séminaire avec les principaux bailleurs sociaux pour débattre sur les priorités locales à mettre en œuvre, tout en préservant le confort et en prenant en compte les contraintes budgétaires imposées par l'État. Et puis il est possible d'anticiper les glissements de terrain, de protéger les habitants et l'habitat en bord de littoral. Pour cela, l'ADEME et la région encouragent des communes en lançant chaque année un appel à projet qui sera justement présenté ce vendredi à la salle Rémina Souta à Pointe-à-Pitre. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.